mais embrassant une religion un peu différente de la religion catholique, apostolique et romaine, puisqu'ils se considéraient, ou plutôt non, les nommaient les parfaits et les parfaites, car il y avait des hommes et des femmes dans ce cénacle qui étaient parfaits parce qu'ils étaient purs. Les fastes de l'Église, l'apparat, ce n'était pas leur tasse de thé. Ils allaient au fond des choses, ils avaient une foi profonde, et ils sont morts pour cette foi. Ils n'ont pas disparu. Ils sont toujours parmi nous. Voilà, c'est des lieux sacrés cathares, et on va faire un stage vraiment hyper galactique, hein, et hyper spirituel. Le mardi 29 mars 1966 à 20h30, des millions de téléspectateurs français découvrent le dernier épisode de la série La caméra explore le temps, réalisé par Stelio Lorenzi. Ce soir-là, cet ultime volet écrit et dialogué par les deux plus célèbres historiens de l'ORTF, Alain Decaux et André Castelot, s'intéresse au Qatar. Le week-end suivant sa diffusion, des centaines de curieux se déplacent en direction du château de Montségur, haut lieu symbolique du qatarisme. Sur place, les visiteurs découvrent le tristement nommé Champ des Brûlés, où plus de 200 albigeois périrent sur le bûcher après 10 mois de siège entre 1243 et 1244. Ce succès, exploité par la presse et certains éditeurs, va raviver un intérêt bien particulier pour les Cathares. Maintenant, passons à l'émission d'aujourd'hui. Nous avons un nouveau titre à cette émission, puisque maintenant, notre émission s'appelle « La caméra explore le temps ». Nous avons voulu élargir notre formule. Nous avons voulu essayer de vous faire revivre tous les mois, soit un grand événement historique, soit une page d'histoire, et de vous y faire assister un peu comme si vous y étiez. Alain Decaux et André Castelot ont, 100 ans après Napoléon Peyrat, revivifié le mythe de Montségur. Amalgame trompeur, liaison romanesque entre personnages réels, transmutation en vérité générale d'un fait singulier, telles sont les tentations auxquelles succombent par paresse, inconscience ou mauvaise foi nos deux scénaristes. Cette critique sévère est celle de l'historien Charles-Olivier Carbonel. Alors professeur d'histoire à l'université Montpellier III, il écrit ces lignes dans son historiographie du qatarisme en 1979. Il y mentionne Napoléon Peyrat, historien du qatarisme et poète, qui s'est distingué par une construction du folklore cathare et du mythe de Montségur. À ce sujet, Annie Cazenave, docteur en histoire et ingénieur au CNRS, écrit en 2009 « Peyrat transfigure Montségur, use de métaphores bibliques. Le château s'élève sur la montagne sainte du Tabor, sa chute est semblable à la ruine de Jérusalem. » Dans son chapitre consacré à la vulgarisation et la récupération de cette dissidence religieuse, Charles-Olivier Carbonel ajoute pages 371 et 372 « À partir de 1966, tout changea. Soudain, par la grâce des étranges lucarnes, les cathares devinrent matière à écriture et à publication. Ainsi, des ouvrages alors confidentiels connaissent une réédition couronnée de succès. Charles-Olivier Carbonel cite à titre d'exemple Albigeois et cathares de Fernand Niel, dans la collection Que sais-je. Publié en 1955, il devient un succès de librairie à partir de 1967. Régulièrement réédité, cet ouvrage, au contenu désuet, figure toujours au catalogue de la collection en 2024. Idem en 1967, avec la réédition du livre contesté de Pierre Belperon, La croisade contre les Albigeois, dont la première édition date de 1942. Pour d'autres, comme Gérard de Sède, auteur prolifique versant dans la pseudo-histoire, c'est une opportunité à saisir. Avant de populariser la légende de Rennes-le-Château, Gérard de Sède s'intéresse d'abord aux Templiers en 1962, puis au Qatar en 1966 avec Le Trésor Qatar chez Julliard, et poursuit en 1974 avec Le Secret des Cathares, publié dans la collection de poche L'Aventure mystérieuse des éditions J'ai lu. Dans ce dernier ouvrage, il interroge la liaison entre la légende du Graal et Montségur. Dans un texte de 1980, il précise que l'origine de ce lien viendrait du Parsival de Wolfram von Eschenbach, poète allemand du XIIIe siècle. Selon Gérard de Sède, c'est à partir de cette œuvre que des esprits aventureux ont cherché à relier le Graal au catharisme, avant de conclure qu'il s'agirait d'une conviction mystique, popularisée par un certain Otto Rahn.
L'origine du mot cathare, tiré du grec katharos, signifie pur. Son origine se situerait aux alentours de l'an 1000. Il est surtout utilisé par leurs adversaires, dont le moine bénédictin Eckerbert de Schönau en 1163, emprunté à saint Augustin. Toutefois, à cette époque, les adeptes du mouvement n'auraient jamais utilisé le terme cathare. Le catharisme doit être caractérisé comme une dissidence religieuse et non comme une hérésie, terme abusif longtemps utilisé pour le définir, c'est-à-dire un mouvement contraire à l'Église et plus particulièrement l'Église catholique romaine. Qui plus est, la réforme grégorienne, initiée au XIe siècle, met en place une centralisation de l'Église autour de la figure des évêques, demandant une obéissance au clergé et le primat de l'évêque de Rome, le pape. Quant au cathare, il reproche à l'Église son opulence, sa vénalité, la corruption de ses mœurs, signe selon eux de son dévoiement et de son attachement à la matière. Dans le midi de la France, des communautés de bons hommes et de bonnes femmes se constituent. Selon les néo-cathares, 4 églises indépendantes se seraient constituées à Albi, Toulouse, Carcassonne et Val d'Aran. Au plus haut des fidèles, on trouve les parfaits et les parfaites, croyants et croyantes cathares ayant reçu le consolamentum. Ce sacrement implique un respect de l'ascèse, d'un régime végétarien, d'une abstinence sexuelle, de ne jamais mentir, ne jamais jurer, ne jamais trahir. Présenté comme un mouvement néo-manichéen, le catharisme fut lié au bogomilisme. Mais aujourd'hui, on ne peut pas être aussi catégorique. Alors pourquoi les relier? Ces deux courants se caractérisent notamment par leur dualisme, absolu ou modéré, soit la croyance en deux principes créateurs. D'une part, un royaume du bien essentiellement spirituel et éternel, création d'un Dieu infiniment bon, et de l'autre, un royaume des ténèbres, matériel et mortel, création du diable. Comme ce Dieu bon ne peut être en contact avec le monde matériel, il a envoyé un émissaire nommé Jésus. Le Christ ne serait qu'un sauveur pour rappeler aux anges déchus devenus hommes leur vraie nature. Pas de communion, pas d'hostie, pas de messe, pas de mariage, pas d'obsèques. Il n'en faut pas plus pour que l'Église catholique les taxe d'hérétiques. Cependant, les origines bogomiles du catharisme sont contestées, y compris la filiation avec le manichéisme qui serait purement imaginaire. Une position défendue par l'historien médiéviste Jean-Louis Biguet, reprise dans un ouvrage « Hérésie et Inquisition dans le Midi de la France ». Cette filiation orientale se base sur un procès-verbal qui serait un faux du XVIIe siècle. Ce document aurait été rédigé lors du concile de Saint-Félix de Lauragais en 1167, réorganisant le clergé cathare. En tout cas, c'est ainsi qu'il fut présenté par un érudit occitan, Guillaume Besse, en 1660. Aujourd'hui, son authenticité est remise en question, Besse n'ayant produit qu'une copie dont l'original est introuvable. En revanche, il ne serait pas exclu que bogomiles et cathares aient pu échanger ou s'entraider. Sur le dualisme des cathares, Vincent Chalais, se référant à Jean-Louis Biguet dans un article des Cahiers de recherche médiévales et humanistes, écrit en 2008 « En faisant du nihil non pas un rien, mais un néant, et en assimilant ce néant au monde terrestre, les cathares produisent donc un dualisme évangélique. Cependant, les clercs, non contents de refuser et de réfuter cette logique purement chrétienne, vont ériger ces dissidences diffuses en une véritable contre-église. À leur suite, là encore, nombre d'historiens se sont laissés abuser et ont étroitement épousé les vues de l'Église, de même qu'ils ont repris les dénominations imposées par ces mêmes clercs. Sur le qualificatif cathare apparu en 1164, il écrit « Désigner les dissidents sous le terme de cathare permet de les stigmatiser définitivement comme dualistes et de les replacer dans l'histoire des hérésies. » Citons quelques dates. 1178, le terme albigeois est utilisé pour désigner les cathares. 1184, mesures anti-hérétiques sur toute l'Europe. 1208, assassinat du légat pontifical Pierre de Castelnau. 1209, première croisade contre les albigeois par décision papale. À la tête des croisés, le baron Simon de Montfort. Le 22 juillet, massacre de Béziers. Ayez crainte, le Christ n'est jamais absent de notre combat. Mais ce sera un affreux massacre. Comment faire autrement? Mais il y a les catholiques. Tuez-les tous! Dieu reconnaîtra les chiens! En août, siège et prise de Carcassonne. En novembre, mort de Raymond Roger Trencavel, vicomte de Carcassonne. 1210, prise de Minerve, 140 personnes finissent sur le bûcher. 1215, prise de Toulouse par Simon de Montfort qui hérite du comté toulousain. 1217, Raymond VI, ancien comte de Toulouse, reprend sa ville. 25 juin 1218, nouveau siège de Toulouse. Simon de Montfort y trouve la mort. 1229, traité de paix à Paris. 1232, le château de Montségur devient le siège de l'église cathare. 1233,
Le pape Grégoire IX confie l'Inquisition aux dominicains. 1234, les inquisiteurs sont chassés de Toulouse, Albi et Narbonne. 1242, massacre des inquisiteurs à Avignonnet par des chevaliers de Montségur. 13 mai 1243, début du siège de Montségur. Il va durer 10 mois. 400 à 500 personnes y ont trouvé refuge. Le 16 mars 1244, face au manque de vivres et au refus d'abjurer leurs croyances, 225 cathares montent sur le bûcher. Si la chute de Montségur marque la fin des églises cathares occitanes, c'est l'ouverture d'un autre récit. Car selon les dires, la nuit précédente, 2 parfaits seraient parvenus à s'échapper préservant un butin précieux, objet de tous les fantasmes. Dans un article de 2015 sur les dangers du néo-catharisme publié sur le site Catharisme d'aujourd'hui, Éric Delmas, représentant moderne du catharisme, écrivait « L'imaginaire du XIXe siècle, éminemment romantique, a favorisé une approche du catharisme sous l'angle d'une religion martyre, donc forcément porteuse d'un message important. Or, comme ceux qui l'ont observé manquaient d'éléments concrets pour une étude digne de ce nom, ils ont glissé vers la facilité qui voulait que si ce message n'était pas clair, c'est qu'il était secret. C'est de là qu'est née l'approche ésotérique cathare. » Les écrits de Napoléon Péra auraient-ils favorisé cette approche ? Avec sa vision romantique et ses métaphores bibliques, où la chute de Montségur est comparée à la ruine de Jérusalem, il a vraisemblablement imposé une perception mystique. Une approche qui perdure lors de la première moitié du XXe siècle, comme le note l'historien Jean-Marc Lafon dans sa publication « Cendres et émeraudes, le catharisme romanesque au XXe siècle ». Ce dernier mentionne des aspirations irrationnelles catalysées par la Grande Guerre, donnant naissance à un néo-catharisme mystique et falsificateur. Dans l'entre-deux-guerres, l'émergence du néo-catharisme surgit par les romans historiques de l'écrivain et dramaturge Maurice Magre, les publications de l'historien René Nelly ou l'influence d'Antonin Gadal. Initié au catharisme par Adolphe Garrigou, Antonin Gadal entreprend des recherches sur le sujet dans la volonté de le relier au mouvement gnostique chrétien. Par ailleurs, il soutient la théorie personnelle de Garrigou, selon laquelle les grottes d'Ussat ont un rôle initiatique pour les futurs parfaits. Guide et futur président du syndicat d'initiative d'Ussat, il rencontre au début des années 30 un intellectuel allemand et futur SS nommé Otto Rahn. Une relation maître et élève se tisse entre les deux hommes. L'influence d'Antonin Gadal sur Otto Rahn sera considérable dans la construction du mythe Montségur et Saint Graal. En 1955, Antonin Gadal est approché par une confrérie rosicrucienne hollandaise. Installé à Ussat, ces Rosicruciens l'aident à la création d'un musée consacré au cathare en 1958, le Centre Galahad. En 1962, après la mort d'Antonin Gadal, le musée ferme face à des problèmes financiers. Il est transféré à Tarascon. En 1978, le journaliste Christian Bernadac démontre dans son livre Le mystère Otto Rahn, du catharisme au nazisme, que la théorie des grottes initiatiques n'est que pure invention. Sous de telles influences, Otto Rahn va devenir la cheville ouvrière de cette récupération du mythe du Graal par le nazisme. Dans son livre Les racines occultistes du nazisme, publié en 1985, l'historien Nicolas Goodrick Clark le présente ainsi. Né le 18 février 1904 à Michelstadt dans l'Odenwald, Rahn a terminé ses études universitaires en littérature et en philologie en 1928. Profondément intéressé par les cathares médiévaux et les légendes du Graal, il fit des recherches et voyagea beaucoup en Provence, en Catalogne, en Italie et en Suisse durant 5 ans. Dans ses livres La croisade contre le Graal en 1933 et La cour de Lucifer, journal de voyage édité en 1937, Otto Rahn défend la croyance d'un Graal préservé par les cathares et évacué secrètement après le siège de Montségur en 1244. Pourtant, selon l'historien Jean-Marc Lafon, ces publications n'ont rencontré qu'une audience très confidentielle à leur sortie. Alors pourquoi une telle résonance ? Stéphane François souligne dans sa thèse sur les paganismes de la Nouvelle Droite que Rahn croyait aux origines ariennes du Graal en accord avec ses idées mélangeant eschatologie chrétienne, thème wagnérien sur le Graal et occultisme médiéval. C'est tout naturellement que Croisade contre le Graal attire l'attention de l'ésotériste nazi Karl Maria Willigut, puis de Heinrich Himmler, chef suprême de la SS. De plus, Jean-Marc Lafon précise dans un article intitulé « Graal païen, Urvolk et croix gammée » quelques réflexions sur l'œuvre d'Otto Rahn. Rahn est fidèle aux théories antichrétiennes de Rosenberg exposées dans le mythe du XXe siècle, 1930.
Mais il récupère aussi habilement, en la dévoyant, l'opposition raciale entre France du Midi et France du Nord, récurrente dans la littérature française consacrée au catharisme. Le Rosenberg en question n'est autre qu'Alfred Rosenberg, l'un des principaux idéologues nazis, exécuté par pendaison pour crime contre l'humanité en 1946. En 1978, Christian Bernadac met en lumière l'adhésion d'Otto Rahn à la SS dès mars 1936. Pour d'autres, son engagement daterait de 1935, lorsqu'il rejoint comme archéologue civil l'Ahnenerbe, institut de recherche pseudo-scientifique d'Himmler. Pour ce faire, il intègre le bureau dirigé par Karl Maria Willigut, alias Weistor. En 1938, il obtient rapidement le grade d'Obersturmführer, lieutenant, avec une solde de capitaine. Malgré une ascension remarquable, il démissionne de la SS en février 1939. Le 13 mars, il disparaît brutalement en montagne dans le Wilder Kaiser au Tyrol. Cette mort soudaine est sujette à diverses spéculations. Un suicide, à cause de son homosexualité supposée? Aucune preuve. Le prolifique Gérard de Sède soutient la thèse d'une liquidation par décapitation en camp de concentration. Aucune preuve. L'ancien Waffen-SS Marc Augier, alias Saint-Loup, défend l'hypothèse d'un suicide par le cyanure. Supposition. Christian Bernadac propose une autre hypothèse, celle de la judéité de Rahn par sa mère, découverte très embarrassante pour Rahn et sa hiérarchie. Alors, suicide ou liquidation? Les circonstances non élucidées de sa mort vont entretenir son mythe. Quant à ses motivations, résumons 3 interprétations soulevées par Jean-Marc Lafont. Une démarche purement romantique d'un jeune intellectuel fasciné par la quête du Graal, une désaffection progressive du nazisme, d'où sa démission de la SS suivie de sa mort brutale nimbée de mystère, ou, se basant sur l'enquête de Christian Bernadac, un jeune nazi en mission commandée en France. Ainsi, dès 1930 et 1931, ces recherches archéologiques n'auraient été qu'une couverture pour encourager les mouvements autonomistes locaux. Les raisons invoquées, remise en cause de ses méthodes de travail, rencontre avec Dardan néo-cathare, des plagiats systématiques à Napoléon Péra, Joséphin Péladan et son maître Antonin Gadal. En tout cas, Rahn usa de liants ésotériques en phase avec ses croyances et convictions réactionnaires. Parmi elles, ses positions antichrétiennes et racistes au vieux relent Volkisch. Un positionnement qui transparaît dans son journal de voyage, La Cour de Lucifer. Durant l'occupation, un historien français conteste les thèses d'Otto Rahn. Son nom est Pierre Belperron. En 1942, il consacre un livre sur la croisade contre les Albigeois. Il y réfute les thèses d'Otto Rahn tout en défendant une position vichiste. Dans cette ligne idéologique, Belperron commet un amalgame rapide, comme le note Jacques Madol dans son livre Le drame albigeois et l'unité française en 1973. Or, Belperron n'avait pas la moindre sympathie pour les cathares, ni pour les méridionaux dont il a raconté les malheurs. Il écrivait à l'époque où la France était foulée aux pieds par les nazis et où le gouvernement de Vichy prétendait que la défaite avait été, pour un peuple qui s'était abandonné, un châtiment juste et nécessaire. Ainsi pense Belperron de l'Occitanie au début du XIIIe siècle. Après la guerre, la figure d'Otto Rahn va ressurgir. Le succès du Matin des magiciens de Pauwels et Bergier ravive le mythe d'un Graal recherché par la SS. Dans ce sillage, c'est l'ancien Waffen-SS Saint-Loup qui récupère la figure d'Otto Rahn dans son roman Nouveau cathare pour Montségur en 1969. N'oublions pas Hitler et la tradition cathare en 1971 chez Robert Laffont de l'auteur bicéphale Jean-Michel Angebert, pseudonyme collectif des journalistes Michel Bertrand et Jean-Victor Angelini. En un millefeuille argumentatif, les auteurs convoquent Otto Rahn, les Illuminati, René Guénon, le groupe Tulé, pour relier les cathares aux nazis. Là aussi, difficile de ne pas y voir un biais idéologique prégnant, compatible avec le néopaganisme de la nouvelle droite. Stéphane François rappelle dans sa thèse que néo-païens et néo-droitiers sont convaincus de la dimension païenne du Graal. Alors la quête du Graal, d'autres histoires extraordinaires et fabuleuses, oui c'est tout cela. Montségur c'est tout cela et c'est même plus puisque à travers 7 siècles et plus, le message continue d'être véhiculé par les troubadours, les trouvères, par les gens comme nous. Citons également l'auteur de science-fiction et ufologue Jimmy Guilleux et son livre Les brumes de l'effroi en 1998. Auteur prolifique de la collection Anticipation des éditions Fleuve Noir, le personnage s'autoproclame vulgarisateur scientifique sur les ondes et le petit écran dans les années 60. Depuis des millénaires, ces êtres viennent sur la Terre. On pense que nous sommes, nous, les terriens, le résultat d'une de leurs expériences.
Ufologue, cela vient de UFO, Unidentified Flying Object, objet volant non identifié, et ce barbarisme nous paraît un peu plus clair que ovniologue, qui est absolument atroce. Et donc je suis devenu, par la force des choses, comme beaucoup de mes collègues, un spécialiste de ces problèmes, et donc je suis ufologue. En 1979, il relaie largement, par naïveté ou opportunisme, le cas OVNI de Sergi Pontoise, qui constitue l'un des plus gros canulars en ufologie. Monsieur Prévost, qui est le second héros, puis Monsieur Ndiaye, et enfin Jimmy Guilleux, qui est en quelque sorte le maître d'œuvre en même temps que le confesseur, et qui intervient tout naturellement puisqu'il est directeur de l'Institut mondial des sciences avancées. Néanmoins, il poursuit ses activités sur l'histoire mystérieuse, matinée de complotisme jusqu'à sa mort en janvier 2000. Du danger qui va surgir. Alors moi, je ne voulais pas Attendez, passer... vous êtes David Vincent, là? Écoutez, c'est amusant que vous ayez ça parce que certains de vos confrères m'ont comparé à David Vincent. En 2005, Jean-Marc Lafont écrit à son sujet « Les brumes de l'effroi constituent donc, pour Jimmy Guilleux, une apologie manifeste d'Otto Rahn et un éloge voilé de son œuvre la plus ouvertement nazie, la cour de Lucifer, ainsi qu'une contribution délibérée au mythe du Graal pyrénéen tel qu'il fut formulé par Saint-Loup en 1969. » Impossible de poursuivre sans mentionner Déodat Rocher. Considéré comme une figure marquante de la résurgence du catharisme, Déodat Rocher est présenté comme philosophe et ancien magistrat passionné depuis sa prime jeunesse par l'occultisme. En 1900, il fonde le Réveil des Albigeois, rebaptisé la Gnose moderne un an plus tard. Officiellement, c'est l'organe de l'Église gnostique de France, organisation occultiste chrétienne. Dans les années 20, ses passions spiritualistes l'amènent à adhérer à l'anthroposophie de Rudolf Steiner. D'ailleurs, les deux hommes se sont rencontrés en septembre 1922 à Dornach au Goetheanum, mecque des anthroposophes. Relaté par sa collaboratrice, Lucienne Julien précise dans un article hagiographique publié en 1994, une communication télépathique, puis une lettre invitèrent Rocher à se rendre à Dornach. Elle ajoute, après 1928, il rencontrera fréquemment Albert Steffen, successeur à la tête de la Société anthroposophique de Rudolf Steiner, mort en 1925. Il fallait que nous arrivions à développer une pensée claire, nette, n'est-ce pas, dont on peut dire que c'est une pensée morte, mais nous sommes à une époque où, grâce à un initié comme Rudolf Steiner, nous devons de nouveau vivifier cette pensée froide, claire, la rendre, oui, c'est le mot vivante, il n'y en a pas d'autre, et active. Autre curiosité, il serait aussi entré en contact avec l'ésotérique fraternité blanche de Peter Deunov, futur maître spirituel du gourou Mikhail Ivanov. Son appartenance à la franc-maçonnerie lui vaut une radiation de la magistrature en 1941 par le régime de Vichy. Ayant abandonné la vie publique en 1946, il se retire dans son village natal d'Arques et se consacre pleinement à sa passion de toujours, l'étude du catharisme. En 1948, il crée les Cahiers d'études Cathare et fonde en 1950 la Société du souvenir et des études Cathare comme lieu d'échange. Présenté comme un érudit du catharisme, voire de dernier des parfaits, il meurt centenaire en janvier 1978. Si Déodat Rocher a su s'imposer comme figure d'autorité du néo-catharisme, son approche semble motivée par des passions occultistes et une exploration personnelle de principes anthroposophes. À titre d'exemple, citons les aspects manichéens et la croyance en la réincarnation prêtée au cathare. Nous sommes bien loin d'une prétendue étude historique. Si vous souhaitez approfondir le sujet, vous pouvez écouter l'émission Pensada Critica sur Déodat Rocher avec Shadow Ombre. Apparemment, la résurgence du catharisme au XXe siècle n'eut pas pour seule vocation une reconnaissance de la culture occitane. Présentée comme religion martyre, elle fut drapée de mystères. Or, ce mouvement religieux jugé trop réformiste pour les chrétiens, surtout pour l'Église catholique du XIIIe siècle, disparut par l'action de l'Inquisition et la décapitation de ses élites. Rien de mystérieux donc. Sa récupération au XXe siècle semble mue par une frange aux préoccupations occultes, idéologiques, partisanes ou marchandes aux frontières du révisionnisme historique. En 1979, Charles-Olivier Carbonel qualifiait le travail des auteurs spécialistes de l'histoire mystérieuse comme une véritable négation du métier d'historien,
avant d'ajouter « Recourir à la symbolique comme une science auxiliaire et à l'imagination comme vertu historienne, voilà quelques-unes de leurs méthodes. » Ironiquement, il rappelle l'avertissement de Gérard de Sède au lecteur de son livre « Le trésor cathare » qui pourrait y voir un essai sur les sources ou soit un produit de l'imagination. Louis Pauwels et Jacques Bergier n'avaient pas fait mieux avec le Matin des magiciens. Pauwels concluait ainsi « Nos méthodes furent celles des savants, mais aussi des théologiens, des poètes, des sorciers, des mages et des enfants. Une méthode qui fit des émules. » Alors, pour rendre justice au cathare, consultons et laissons travailler les historiens médiévistes rigoureusement sur un sujet des plus fascinants.